Salam alaikum Azul, bonsoir. Les systèmes mafiocrates, comme celui qui a fait main basse sur l'Algérie et qui repose essentiellement sur un pouvoir illégitime, acquis par la violence, la ruse, la corruption de la société, ont tous et systématiquement besoin de recourir à des méthodes connues, éprouvées au cours des siècles, affinées par des décennies de pratiques et depuis ces dernières années très fortement renforcées par des moyens techniques de communication qui ont atteint en quelques années seulement des niveaux d'efficacité et de pénétration jamais connus jusque-là, puisqu'il est possible aujourd'hui pour ces régimes de s'immiscer dans chaque foyer pour distiller leur propagande et le conditionnement cathodique des foules, et encore plus, puisque à travers les téléphones portables, il leur est loisible maintenant d'accompagner le consommateur accro, qui n'est plus qu'un citoyen Internet en quelque sorte, quasiment tout le temps, jour et nuit, à la seule condition de disposer de suffisamment de moyens et de cyberbaltagia pour pouvoir coloniser l'espace. Et c'est bien pour cela qu'à défaut de pouvoir faire une intrusion massive dans la vie numérique du citoyen, pour lui inséminer son poison et le lobotomiser de toute capacité à l'éveil politique, le régime algérien a choisi temporairement de réduire la connectivité des gens en attendant de pouvoir envahir massivement les réseaux. Le choix a été simple. À défaut de pouvoir coloniser l'espace numérique des Algériens, au moins les empêcher de pouvoir s'y organiser et surtout d'y organiser la lutte, la résistance. Mais ce ne sont pas les moyens qui manquent à ce régime pour continuer à infecter les esprits, à les paralyser, à les abrutir, à les canaliser vers des modes de pensée livrés en kit, où résident justement les principaux mécanismes de conditionnement des foules. Et rappelons, pour une meilleure compréhension de ce qui va suivre, que pendant le Hirak, les Algériens ont été à un cheveu de chasser ce régime de leur vie. Mais celui-ci a été malheureusement sauvé par le gong de la Covid. Une aubaine pour lui, qu'il a très fortement mise à profit pour reprendre le contrôle de la situation. Et il faut dire qu'il y a réussi d'une certaine manière, puisque, encore une fois, il s'est arrogé le rôle de sauveur de la République. En jetant la Aïssaba en prison, une Aïssaba, rappelons-le, composée de ses propres acolytes, de ses comparses, de ses clients. Et donc, il a été sauvé par le gong, même si ce n'est évidemment que partie remise, puisque les Algériens n'ont pas encore dit leur dernier mot, et puisque le temps joue contre ce régime avec l'annonce d'une crise économique sans précédent, et qui viendra, sans l'ombre d'un doute, bouleverser tous les calculs de ce régime. Un régime qui navigue à vue, seulement préoccupé à gagner du temps, dans l'espoir, rêve-t-il, que les prix des hydrocarbures retrouvent leur niveau des années grasses. Ce régime use donc de tous les moyens de communication dont il dispose pour infecter la société algérienne et neutraliser son cœur battant, ses forces vives. Et dans le même temps, il investit des moyens à peine imaginables pour investir les réseaux sociaux pour les mêmes objectifs. Mais quelle est donc la nature de ces infections dont il se sert pour tuer l'esprit de la résistance
et déstabiliser toutes les velléités d'organisation et de structuration de la lutte. Des méthodes qui ont fait leurs preuves, qu'ils se contentent d'adapter aux circonstances, au terrain, et qui toutes procèdent à installer dans les imaginaires la lourde menace de deux ennemis qui planent au-dessus de la nation. L'ennemi intérieur, le traître, le mercenaire, l'espion infiltré pour saper la cohésion et l'unité du peuple autour de son État, et l'ennemi extérieur qui ne recule devant aucun moyen pour détruire la nation, pour la faire exploser. Mais c'est là une opération d'envergure, au long cours, qui doit être alimentée au jour le jour, sans répit, même quand tout va bien. Elle consiste à se servir de tous les moyens de la communication et de la propagande de terrain pour subvertir les esprits, les conditionner, en extirper la capacité au discernement, en extirper la capacité au discernement. Et c'est pour obtenir un tel effet et ne plus laisser de doute sur la réalité de ces ennemis de la nation, l'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, que sont déployés tous les moyens pour inséminer au sein de la perception collective des sentiments très prégnants et qui agissent comme des puces électroniques inséminées dans le cerveau des plus faibles, des plus manipulables, qui deviendront de facto des millions de relais pour la diffusion de ces mêmes sentiments dans leur entourage et dans une atmosphère généralisée très délétère. La transmission et la propagation de cette infection massive se pratiquent d'une infinité de façons, mais surtout à travers 4 agents pathogènes. Le nationalisme hérissé, la confusion, la peur et la haine. Et j'espère que nous aurons l'occasion de revenir au cours des prochaines émissions sur chacun de ces poisons de masse. Haraga, un bot people en gestation, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Nordine Aoussat qui va nous rejoindre dans un moment, écrivain, conférencier.
Yahya Bonouar, journaliste. Yahya, merci d'être des nôtres. C'est toujours un plaisir, surtout quand il y a mon ami Nourdin Aoussat. Qui va arriver bientôt. Merci. Lies Jbeili, ingénieur auditeur, fondateur de l'Algérie Droite Devant. Lies Jbeili, merci d'être là. Merci de ton invitation, Jameldine, et merci à tous les invités. Merci. Depuis le pays, nous aurons, comme à chaque fois pour quelques minutes, un citoyen, téléspectateur, qui va nous dire ce qui se passe là-bas. Azdin, Z Azdin. Et pour commencer, mon jeune confrère Qassi Chaban, qui va lancer l'émission. Rebonsoir Jameldine, bonsoir à nos trois invités et bien évidemment à nos téléspectatrices et téléspectateurs. On va commencer par Liberté qui parlait d'hier et d'une hémorragie. Il était important de revenir sur ce titre, une hémorragie qui en réalité est présente et dure depuis plusieurs années. C'est la destination malheureuse préférée des Algériens pour rejoindre l'Europe et tenter tout simplement de vivre, une chance de pouvoir vivre dignement à leur grand malheur, puisque c'est un pays qu'ils aiment tant. Les côtes espagnoles, donc c'est cette destination qui ont été prises d'assaut ces derniers jours en grande majorité de nationalité algérienne. Lundi dernier, le 20 septembre, Francisco José Clemente Martin du Centre international d'identification des migrants disparus et membre de l'ONG Eros Del Mar a annoncé donc les arrivées de Haraga en provenance d'Algérie ont atteint un record en 3 jours, vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19, 1500 migrants dont une très grande partie sont des Algériens. 80 embarcations de fortune sont donc arrivées sur les côtes d'Almeria ou encore Alicante et Murcie. 1000 d'entre eux, en majorité, je vous le disais, des Algériens, ont été interceptés par la garde civile espagnole et 500 donc, autres n'ont pas été interceptés. Hélas, c'est 4 morts qui ont trouvé la mort et un seul a pu être identifié. Toujours sur la période du week-end dernier, beaucoup de bateaux, d'embarcations sont toujours portés disparus. Pardon de t'interrompre, Chaban. Rappelons que la semaine passée, depuis au large de Boumerdès, nous déplorons la disparition de 14 Haraga. C'est ça, donc il y a eu un enfant a été retrouvé, les 13 autres, à ma connaissance... Exactement, il y a eu 2 embarcations qui partaient de Boumerdès. Une est arrivée à bon port, c'est difficile à dire, mais en tout cas arrivée à bon port. Et malheureusement, donc un a chaviré. En tout cas, les 13 autres, on ne sait pas encore s'ils ont été arrêtés ou malheureusement ils sont portés disparus. Le 2 janvier 2021, le ministère de la Défense nationale algérien donc dit clairement qu'il a arrêté en 2020 plus de 8000 candidats à l'immigration clandestine. Il y a donc une loi qui lutte contre l'immigration, notamment sur les côtes du littoral algérien, des moyens pour lutter contre l'immigration, mais où sont les moyens pour permettre aux jeunes Algériens et aux familles, à ces jeunes femmes de pouvoir rester et vivre dignement dans leur pays. Selon les autorités espagnoles, donc en 2020, près de 11 000 haragas algériens sont arrivés sur le sol espagnol, un chiffre qui a quasiment triplé par rapport à 2019, Jameldine, puisqu'en 2019, ils étaient estimés à 3 600. De son côté, le ministère italien, puisqu'il y a aussi cette destination, donc qui est l'Italie, le ministère de l'Intérieur a annoncé pour 2020 près de 1500 haragas algériens qui ont rejoint l'Italie. Avant de vous quitter là-dessus, 2018, l'Organisation internationale pour les migrations et le ministère espagnol de l'Intérieur. En 2018, c'est quasiment 57 000 personnes qui sont arrivées en Espagne, 769 migrants morts ou disparus. Ils étaient 224 morts donc en 2017 et 75 en 2014. Donc c'est des chiffres qui malheureusement prennent des proportions. 2021 donc est loin d'être terminé. Et du 1er janvier au 14 septembre 2021, 10 700 migrants algériens sont arrivés sur les côtes donc de l'Espagne, soit 1680 de plus que sur la même période. Je vous rappelle que pour 2020, ils étaient 11 000. Il faut peut-être préciser que vous donnez là le chiffre des haragas interceptés. C'est ça, bien sûr. Interceptés par la Guardia, par les gardes-côtes espagnols. C'est ça. Ceux qui passent, qui ne sont pas interceptés, qui arrivent à passer les mailles du filet, sont, à mon avis, au moins 4 ou 5 fois plus nombreux. Exactement. Les chiffres, on ne les connaît pas exactement. C'est ce que disent notamment ces ONG-là, puisqu'il y en a, comme vous le dites, qui passent donc sans être interceptés. Algérie Presse Service, vous allez en parler ce soir à l'écran. Voilà donc ce que titre Algérie Presse Service. L'Algérie décide
je cite, la fermeture immédiate de son espace aérien au Maroc. Donc, je rappelle que le 24 août dernier, c'est Ramzan Lamamra, donc ministère des Affaires étrangères, qui a clairement annoncé la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. Hier, donc, le Haut Conseil de sécurité, vous allez y revenir. Voilà ce que dit le communiqué clairement, en présence d'Abdelmajid Tebboune. Je cite, des développements aux frontières avec le Royaume du Maroc au regard de la poursuite des provocations et pratiques hostiles du côté marocain. Je continue à citer, c'est le communiqué. Le Haut Conseil de sécurité a décidé la fermeture immédiate de l'espace aérien de l'Algérie à tous les aéronefs civils et militaires marocains, ainsi à ceux qui portent un numéro d'immatriculation marocain, et ce, à partir de ce jour. Alors, vous allez y revenir, une décision d'une telle importance qui fait polémique en Conseil de sécurité, alors que le HCS est un organe consultatif et non décisionnaire. Et pour ceux qui t'aiment, on va rendre hommage, bien évidemment, au journaliste présentateur, un confrère, Anis Hamza Chelouche, qui est, vous avez sa photo à l'écran, 34 ans, est mort ce matin, paix à son âme, par noyade à l'endroit dénommé Rocher Bleu de Ain Benyan. Les Algériens et les presses radio M, Maghreb émergent, Interface Média sont en deuil. Hamza incarnait l'énergie de la vie, nos pensées à sa maman et à son papa qui était journaliste, qui lui a donné vraiment l'envie de faire ce métier. Il était donc présentateur de Doing Z, animateur donc de cette émission Maranak Saktin sur Radio M. Ce matin, il tentait de réaliser, c'était son rêve, des reportages de vidéos dans une grotte sous-marine. La mer très agitée l'a emporté. Il rêvait de lancer sa chaîne YouTube. On a une pensée pour sa famille. Paix à son âme. Merci, Chaban Krassi. À demain donc. Non, demain c'est vendredi, à lundi, oui. Alors, nous allons recevoir Nordina Ossat, mais sinon... Yahya, d'abord ce confrère qui vient de décéder, Chelouche Anis Hamza de Radio M, dans des conditions atroces. Il faisait un reportage. Il a été littéralement avalé par une sorte de puits qui le voulait prospecter. C'est d'abord les condoléances à sa famille, à sa petite famille et puis à sa grande famille journalistique. Et puis bon, ça rappelle que ça reste un métier pas facile. Les gens pensent que le journalisme, c'est juste se mettre derrière un bureau. Mais avant de se mettre derrière un bureau, il faut aller chercher l'information, il faut chercher les images, il faut chercher de quoi donner aux gens. Et c'est un métier difficile. Nous allons voir, nous allons vous donner la parole, mais nous allons voir en lunettes à côté de vous les images qu'il a réalisées. Et vous allez voir l'endroit où il a été... il a perdu la vie. Lies, sur ce décès. Je présente mes condoléances à sa petite famille et sa grande famille et à au monde du journalisme. C'est vrai, je rejoins M. Benoît, le journalisme, c'est pas facile, c'est un travail difficile. Il est décédé dans des conditions atroces, difficiles à accepter. Voilà. Donc, je réitère toutes mes condoléances les plus sincères et les plus attristées. Merci. Nous le voyons à côté de vous, là, c'est quelques instants juste avant de plonger et d'être avalé par le... Voilà, c'est dans cet endroit qu'il a péri. Vous êtes en train de voir ce sort de puits. Il a plongé pour, je ne sais, prendre des images et là... Voilà, alors, Yahya. C'est d'abord l'anniversaire avant-hier, de la nuit du 22 au 23 septembre, du carnage de Ben Talha, rappelez-vous. Oui. Cette tragédie atroce, ce terrorisme pédagogique, de plus de 420 hommes et femmes qui ont été assassinés, sauvagement égorgés. Et tout autour, il y avait des cantonnements de l'armée, des casernes, des cantonnements des soi-disant patriotes, etc. Il faut qu'on remette les choses dans le contexte. C'est-à-dire que ces massacres, il n'y a pas que Ben Talha. Oui. Il y en a, Ramka, il y en a eu plusieurs. Ces massacres arrivent au moment où Zerouel, qui était président à l'époque, entame des négociations avec les chefs politiques du fils qui sont en prison. Oui. Ali Belhadj, Abbasi Madani, Rabbi Yarhamou et d'autres. Il les sort même de prison et il les met en résidence surveillée pour commencer à dialoguer. À côté, les militaires, les généraux n'aiment pas du tout cela.
et ont plutôt envie de discuter avec les groupes armés. C'est-à-dire d'homme armé à homme armé, c'est nous qui sommes sur le terrain. L'AIS notamment. Voilà. Et surtout pas les politiques, pour qu'il n'y ait pas de solution politique, juste une solution entre tueurs, on s'excuse et chacun rentre chez lui. Donc ces massacres arrivent et Ben Talha et les autres massacres ont mis à mal Zerouel. Les négociations ont pris fin et les autres négociations entre généraux et tueurs islamistes ont abouti à chacun rentre chez lui et puis tant pis pour les victimes. Donc ça c'est le contexte dans lequel ça s'est passé. Les premières victimes c'est les victimes massacrées, mais la grande victime c'est le peuple algérien, puisque on ne saura pratiquement jamais ce qui s'est passé, parce que ceux qui ont fait ça sont en train de mourir. Il doit en rester quelques-uns, mais je ne pense pas qu'ils Et puis il y a eu la charte nationale scélérate. Qui dit qu'on n'en parle plus. Amnistie tout le monde. Voilà, tout le monde, les tueurs des deux côtés, les tortionnaires des deux côtés, ceux qui ont torturé, ceux qui ont fait disparaître plus de 20 000 personnes, c'est-à-dire qui se sont évaporés de la surface de la terre. Les 20 000, ce sont les personnes qui ont été enlevées de chez elles. De la maison ou du travail. Et puis il y a des gens qui, eux, ont été arrêtés dans la rue. Dans la rue, à ce moment-là, ils disent ce qu'ils veulent, ils sont montés au maquis et ils sont morts au maquis. Mais là, il y a 20 000 on sait d'où ils ont été enlevés. Et tout cela est parti, l'impunité totale des deux côtés. Et c'est ça le deal, c'est-à-dire vous rentrez chez vous, on rentre chez nous, et puis les victimes, et l'Algérie tafart fiha, le peuple algérien tafart fiha, puisqu'on ne sait pas la vérité, et ils ne veulent absolument pas qu'on connaisse la vérité. La vérité, on doit la savoir pour que ça ne se reproduise plus. Ils cachent la vérité. Ça se saura un jour, mais les détails, on ne les aura pas, puisque ceux qui ont participé à ces massacres sont en train de disparaître. Nordine Aoussat qui vient de nous rejoindre, merci d'être avec nous. Nordine Aoussat, écrivain, conférencier, imam. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, c'est Jamaldine, et aussi je remercie mes deux amis, c'est Yahya en face, on va faire du ping-pong, dit-il, et Silias aussi à ma gauche. Alors, Ben Talha, justement, oui, Ben Talha, vous connaissez très bien. Ah oui, je connais bien, donc je suis un peu originaire de cette contrée-là. Hein. Le triangle de la mort. Je suis né à Abou Zaria, j'ai grandi à Al-Harrach, et justement en 93 exactement, c'était la dernière fois où j'ai mis les pieds dans cet endroit-là, parce que je faisais mon doctorat sur la commercialisation des fruits et légumes dans la région algéroise. Et le marché des fruits et légumes, le plus gros marché, c'est celui de l'Arba'a. Il n'est pas très loin, donc je me souviens bien en costume, enfin pas tout à fait en costume, mais bien habillé, etc. Je vais là-bas sur mon terrain pour faire mes enquêtes de terrain, et on arrive, il y a le barrage, on descend du barrage, je montre ma carte d'étudiant à l'université d'Aix-en-Provence, etc. Le policier ou le gendarme, je ne me souviens plus, me regarde comme ça. Vous aviez la barbe? Oui, petite barbe bien taillée, il me dit « Tabain Hamas ». À l'époque, me dit-il « Tabain Hamas », dans ma carte d'identité, petite barbe bien... Bon chic, bon genre. Bon chic, etc., un blazer et tout. Donc, Ben Talha, que dis-je? Pour commencer, d'abord cette photo qu'on appelle la Madone de Ben Talha. Oui. Certains disent pourquoi vous montrez cette photo, etc. Moi, je pense au contraire, c'est bon de montrer cette photo. On partage le chagrin de cette dame, on partage son désarroi, on partage sa douleur, on fait connaître sa douleur, on partage dans les deux sens, c'est-à-dire que par empathie et aussi de faire connaître cela. On ne cache pas un drame aussi horrible que celui de Ben Talha. Ben Talha, comme il a dit c'est un peu le pic de l'iceberg. Il y avait Raïs, il y avait Benimsous, il y avait Remka, il y avait d'autres endroits où il y a eu des massacres. Je me souviens, une fois, j'ai vu une vidéo d'un mariage qui s'est déroulé au Kétani à Bab el Oued, le 29 août.
le 29 août, Zha ou Lorna ou Shteh, c'est de la famille, etc. Et dire que ce jour-là, ou la veille, il y a eu le massacre je pense, de Raïs. Il y avait le massacre de Raïs le 28 ou 29 août, où il y a eu d'horribles crimes, d'horribles massacres. Donc il y avait deux sociétés à l'époque. Une à Alger Centre qui vivait, qui se mariait. La vie suivait son cours. La vie suivait son cours. Ouais. Les gens ne soupçonnaient rien de ce qui pouvait se passer à quelques dizaines de kilomètres, à 30-35 kilomètres d'Alger Centre. Et alors qu'à la périphérie d'Alger, c'est l'horreur, c'est des massacres innommables. Et à l'époque, c'était la persécution des gens qui osaient dire « qui tue qui ». Oui, vous vous rappelez, la presse s'acharnait contre quiconque osait poser la question. Il y a eu aussi beaucoup d'assassinats et de meurtres à Alger, au cœur d'Alger. Ah oui, mais avec le temps, ça s'est banalisé. Oui. C'est-à-dire à force, les attentats, matins, les attentats, et puis tous les matins, les rafales de Kalachnikov, et puis des cadavres. Têtes qu'on trouvait le matin, des cadavres, ça se banalise très vite, vous savez. Malheureusement, la guerre, pas seulement en Algérie, on le voit, on l'a vu ailleurs, avant, au Liban, à Beyrouth. On en parle un jour, 2 jours, 3 jours, et puis au bout d'un mois... Ça se banalise. Évidemment, ça se banalise. Et la banalisation de la mort, c'est ce qui arrive de pire à l'être humain. Et malheureusement, ça arrive. Lies ? Pour moi, je vais essayer un petit peu de donner mon avis, un avis général. Ça reste un point noir de l'Algérie post-indépendante, une période très difficile, tragique, un destin malheureux qu'a subi le peuple algérien. Pour 420 personnes, 420 civils qui ont été anéantis, morts par des forces, par des terroristes, qui ont commencé leur massacre à 23h jusqu'à 4h45, quasiment 6 heures. Alors, c'est une région où il y avait des campements militaires. On n'était pas loin d'une caserne militaire. Sieste. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une complicité. Ça veut dire que c'est un massacre prémédité. Mais c'est de l'impunité. L'impunité, on doit condamner dans un état de droit. Si on va, Inch'Allah, dans un état de droit, si on va durant une période transitionnelle, il faut une justice transitionnelle. Adala intiqaliya, pour rendre hommage à ces 420 personnes. Mais eux disent non, eux disent l'affaire est pliée. On a fait la charte nationale, ça y est, on s'est pardonné. Il est interdit, y compris pour les universitaires, de faire des travaux de recherche sur cette tragédie. Vous imaginez un peu? Interdit d'en parler. Ouais. Interdit d'en parler, de faire des recherches, d'écrire sur ça. Non à l'oubli, non à la barbarie, non au massacre ouvert, non à des femmes éventrées, non à des personnes âgées qui ont été anéanties, qui ont été égorgées, jetées du haut des étages. Non, voilà, dans un état de droit, si on veut aller dans un état de droit... Vous avez vous-même un oncle très connu, tout à fait. Le recteur de l'université... laquelle? Beb Zouar. Beb Zouar. Oui, en 84. Jbeili, monsieur Jbeili, qui a été assassiné, et ce monsieur qui est... Comment il s'appelle déjà? Karim Moulay. Moulay, qui a témoigné que c'était le DRS qui l'avait fait exécuter. Donc, voilà. Et que lui-même l'avait désigné. Et que lui-même était présent dans le... Non, qu'il l'avait désigné en mettant sa main sur son épaule. Ah, voilà, c'est oui, vrai, il a dit que c'était lui qui l'avait désigné, puisqu'il c'était un auxiliaire. Tueur. Non, lui était un auxiliaire. Il a montré la cible au tueur. Il a montré la cible au tueur en lui mettant la main sur l'épaule. Voilà. Donc il faut une commission vérité et justice un jour, c'est important si on veut vraiment assainir les problèmes, repartir de fait, repartir de zéro et reconstruire cette belle Algérie pacifique, joyeuse, festive. Donc il faut rendre justice par une commission vérité et justice, que toute... que la vérité soit. Absolument, tout à fait. Et que la justice se fasse. Absolument. Après, De toutes les manières, tant qu'on est là et qu'on en parle, ils peuvent faire toutes les concordes qu'ils veulent, ils peuvent signer tous les décrets qu'ils veulent et toutes les lois qu'ils veulent. Tant qu'il y a quelqu'un qui réclame justice, on l'obtiendra dans 10 ans ou dans un siècle, tant que les gens réclament justice. Donc, voilà. Absolument. Donc, il y a ce côté juridique, parce que ce sont des crimes imprescriptibles. Ils resteront toujours de vigueur et de rigueur, déjà, d'une part. Et d'autre part, je ne sais pas,
ce n'est pas possible. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait société? Qu'est-ce qui fait nation? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le peuple algérien est une nation? Ce qui fait une nation, toute nation, c'est son passé et son futur. C'est pas son présent. Le présent, il est pris entre le futur vécu ensemble, ce qu'ils ont sacrifié, ce qu'ils ont fait ensemble, et aussi comment ils se projettent dans l'avenir. Nous, en Algérie, aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de la connaissance de la vérité sur ce qui s'est passé. On ne peut pas, personne. On ne peut pas non plus porter ce fardeau moral. Tu veux que je te dise une chose, parce que tu m'as présenté comme imam, le peuple algérien maudit, l'Algérie est maudite, et elle le restera autant et tout le temps que ces âmes-là, que ces crimes-là n'ont pas été, justice n'a pas été rendue aux morts et n'a pas été rendue à leur famille. Personne dans les lois ne peut pardonner si ce n'est la famille et les ayants droit de ceux qui sont morts. Bouteflika, c'est un escroc que jamais l'histoire n'a connu, un escroc comme lui. Il a marchandé avec les âmes, il a marchandé avec le cœur, il a marchandé avec la dignité des gens. On n'a aucun droit. C'est aux familles de pardonner si elles veulent le pardonner. Mais elles ne pourront pardonner, si Jamaldine, qu'une fois que leur vérité leur a été montrée, une fois qu'on saura leur dire que oui, vous avez été massacrés, vos familles, vos enfants, vos pères, parce que ça se transmet. C'est pas qu'une génération, ça fait 25 ans maintenant, ça fait 25 ans. Ceux qui avaient 1 an à l'époque, ils ont 25 ans, ils se posent la question, ils ont des enfants, ils diront, les petits-enfants, ils diront, qu'est-ce qui est arrivé à mon grand-père, qu'est-ce qui est arrivé à ma grand-mère, ma tante, etc. Donc on ne peut pas. Donc vérité, elle doit être montrée. Elle doit être montrée. C'est une question de vie ou de mort d'une nation. On n'a pas d'avenir. L'Algérie n'a aucun avenir. C'est les massacres ne sont pas si élucidés. C'est la vérité, voilà. Mais Nourdine, je rappelle une chose, c'est que dans l'esprit d'une réconciliation véritable et d'une dynamique vérité et justice, il faut que les criminels d'abord reconnaissent leurs crimes, qu'ils se repentent de ces crimes et qu'ils demandent pardon aux victimes. Ce sont 3 critères qui sont nécessaires dans la démarche. Or, Bouteflika, comme vous avez dit tout à l'heure, marchandage, avec la charte sur la réconciliation nationale qui est venue après la loi sur la concorde civile, il a marchandé le 2e mandat avec les généraux en leur offrant cette charte nationale pour les absoudre. Et il leur a même dit, non seulement vous n'aurez pas de problème avec les justices internationales, mais le peuple va vous pardonner par référendum. Et plus que vous pardonnez, il va vous demander pardon. Vous, les agents honorables de l'État, si vous vous rappelez les termes. Ouais. Alors, nous allons passer au sujet des Harraga, qui est notre sujet central aujourd'hui. Mais avant, je voudrais recevoir donc Si Azdine, qui est avec nous depuis Alger. Si Azdine, merci d'être avec nous. Salam alaikum. عليكم السلام سي عز الدين. تقدر تتكلم بالعربيه ولا بالفرنساويه كما يهوى لك. سي عز الدين احنا ماذا بينا بارك الله فيك وتحياتي قناه المغربيه ولضيوفك الكرام. الله يبارك فيك. احنا ماذا بينا تحدثنا شويه اليوم مع هذا القضيه هذه تاع الحراقه اللي نشوفوا باللي النظام هذا كلي موش معني تماما ني با كونسيرني. قد ما الحراك هذاك ما طلقوش الحراك حتى ندخل الناس للحبس، طلق الجرايد تاعو، طلق الائمه تاعو، طلق الزوين تاعو، طلق لي غولي تاعو كل، بصح في الحرقه والو. كي يكثر ويكثر يدخلهم للحبس. واش تقدر تقول لنا على الحرقه سي عز الدين؟ شوف خويا جمال، نعم، كاين يطرد فويت. انا اللي راهم يتكلموا يقول لك على الحراقه. علاش ما كانوش الحراقه في وقت الحراك، مده عام ونص ولا تقريبا من 22 فبراير حتى الاواخر يعني العام هذا تاع 21. علاه ما كانوش الحراقه؟ كانوا شباب تاعنا كانوا يزوجين طامعين عندهم ان اسبوار، كان ان اسبوار. ومن بعد علاش ما كانوش الحراقه؟ وعلاه ما كانوش يقولوا باللي كانوا يقولوا باللي الماك ورشاد والمغرب ومانيش عارف. دونك كاين ضغوطات. انا حبيت نقول لك على خويا جمال الاولانيه. انا حبيت نقول انا نترونسميت هذا الميساج انايا للمسؤولين.
قيل للحسن البصري رحمه الله من أشد تراخ يوم القيامة، قال: رجل رزقه الله بمنصب استعان به على ظلم الناس. أنا هذا الميساج هذا راني حاب يقراوه، راني حاب يفهموه هذا الميساج هذا. علاش ما كانوش لي فويت هذو تاع الحراق هذا دوبلي 2019 حتى 2021 يا نمار. يقول لك هادو كاين هادو صباع الازرق هادو اللي راني نقول عليهم انا صباع الازرق، واللي راهم يهضروا يعني كلام تاع وعلاش انت راك خارج، انت راك في ليترونسي ما راك شايف واش رانا عايشين هنا وهذه. عندي زوج خاوتي عايشين في امريكا، يهبطوا لهنايا يدخل الحراك، واحد حكموا عليه 6 شهور حبس في الامريكان، عايش عنده 20 سنه وعايش في الامريكان. انا باش نقول للناس هذويا باللي اللي راهو سي ان الجيريان حر، اللي راه في الامريكان اللي راه في الانجليز ولا اللي راه في المروك ولا اللي راه في تونس ولا حر على بلادو وعنده النيف على بلادو، ماهوش قادر تماك ما يهدرش كامل، يعيش ما عيشه مانيش عارف انايا. اخ جمال نعاود نولي لك انايا من الناحيه السياسيه. عمامرة في 2004 الله اعلم، في 2004 في قضيه شارلي إيبدو، في قضيه صحيفه تاع شارلي إيبدو. شارلي إبدو. شوف الجزائريين كامل وتقريبا يعني الشعوب المسلمه كامل خرجوا، قلنا الكلام الى اش فيه، كنا لافتات احنا مع محمد صلى الله عليه وسلم. العمامرة واش دار؟ مبعوث راح كان في الصف الاول مع جكرون مع نتنياهو. في الصف الاول راح يعزي سي نور الدين وصحح لك، قال لك جونفي 2015 اي 2015 جونفي 2015 في 2015 21 جونفي 21 جونفي بيبليوتيك سي نور الدين وصل مون سوجي. ايوا بارك الله فيك. كمل. شوف يعني الجزائريين كاع كانوا خرجنا كاع مظاهرات ورفد اللافتات مع محمد عليه الصلاه والسلام، هو خرج راح يعزي اليهود. هكذا صح تاع شارلي إبدو ومعهم في الصف الاول مع نتنياهو. الا راكم شايفين هذاك ما بصح مانيش فاهم يعني علاه، يعني لما يعودوا عندنا مواضيع كيما هكا نوليو نرجعوا لليهود للدين كل مره هكا يعني جو كومبخون با يعني مانيش فاهم. حنا نهضروا على الحراقه والمآسات والمشاكل والعائلات، درك عندو عائلات كامل يروحوا ولاد صغار كذا، حنا نروحوا في الاخر واليهود وكذا. خويا جمال انا ما رانيش حاب نسيتي لي نو، نقول لك الفوازيناج اللي راهم جي باش نوريونتي الناس هذويا باش ما يروحوش من الله غالب. انا او فون دو موا فافوريزيهم، من جهه واحده اخرى الله غالب ما نقدرش نكون في بلاصتو. انا نشوفهم الناس هذو اللي راهم معانا هنايا، اللي راهم معانا ما نسيتيش لي نو، باسكو كان اللي راح باش حتى الوالديه، كان اللي كان باباه مريض يماه مريضه سلم عليهم وخرج وراح، كان اللي مات وكان اللي وصل. هذه كامل سي فولي من عند الليطا، من عند الدوله تبون وهبط، من عند العصابه هذه. هم يهضروا على الحرائق، انتم اللي حرقتوا الشعب هذايا. تهضروا على الحراقه، انتم اللي راكم تحرقوا في الشعب هذايا. وبارك الله فيك سي عز الدين، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. نتمنى ان شاء الله نزيدو نتلاقاوك في هذه الحصة هذه. سي في اكسبري. Moi j'aimerais rebondir sur quelque chose, Yahya. Vous vous rappelez les événements de Kabylie en 2001? Vous savez l'accord secret et je prends la responsabilité de ce que je dis, parce que j'ai fait une enquête ici à Paris auprès de l'OFPRA. Je crois qu'en 2001, 2002 et même peut-être 2003, les Algériens étaient classés premiers en termes de réfugiés politiques. Premier, les Algériens. J'ai posé la question à l'OFPRA, mais il n'y a plus de terrorisme, comment ça se fait? On m'a fait comprendre que l'État algérien a demandé à l'État français de le débarrasser des leaders kabyles. D'ailleurs, quasiment tous les réfugiés de ce moment-là étaient kabyles. À un point où des gens, des Algériens, de Biskra ou d'Oran ou de Constantine, pour avoir un visa, une chance d'avoir un visa,
ils se débrouillaient des certificats de résidence à Tizi Ouzou, ils se faisaient établir des passeports là-bas contre rémunération, bien sûr. Et là, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'une fois que vous avez votre asile politique, votre statut de réfugié politique, vous ne pouvez plus retourner en Algérie. Et donc, le régime s'est débarrassé de ça. Pense-t-il. Voilà. Et en même temps, il a empêché ces gens de revenir en Algérie, avec la complicité de l'État français. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette harga, est-ce que pour le régime qu'on vient de nous le dire, Ezdine, est-ce que ce n'est pas quelque part une soupape de sécurité pour évacuer le trop-plein de colère? Est-ce que ce n'est pas un peu dans cette logique? Il y a de tout. Quand on voit les images, généralement cela se passe avec des pays qui sont en guerre, des pays qui sont en guerre civile, des pays où il y a la famine, où au minimum il y a une disette. Ce n'est pas le cas en Algérie. Et donc cela, c'est le résultat d'une politique de terreur, la répression. On met en prison des gens pour une parole ou pour un écrit sur Internet. Il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de possibilité de vivre dans la dignité, il y a une misère sociale, il n'y a pas de perspective et il n'y a pas d'espoir. Donc cette politique a pris le dessus et est aujourd'hui comparable à un pays en état de guerre ou à un pays en état de famine. Et alors au milieu, bien évidemment, ceux qui sont pourchassés, ceux qui subissent la répression, les intimidations, les menaces, la prison, ils rentrent et ils sortent, à un moment, ils préfèrent lâcher. On n'est pas en 2001 ou 2003, puisque aujourd'hui, en 2001 ou 2003, vous l'avez dit, il fallait un visa. Aujourd'hui, il y a des embarcations avec 2 moteurs solides, et 6 heures après, on est passé de l'autre côté. Ils ne vont pas s'en débarrasser, puisque en 2001, 2003, Internet était naissant, les télévisions satellites aussi. Aujourd'hui, qu'ils soient ici, à l'intérieur ou à l'extérieur, ils continueront à les embêter. C'est pour ça qu'ils pensent s'en être débarrassés. Ce n'est pas le cas, puisque, voilà, 20 ans après, ils nous ressortent le Mac. Et ceux qui sont partis à cette époque, c'est ceux qui, pour une raison ou une autre, étaient autour du Mac, qui sont entrés puis qui sont sortis. Donc, et on voit les militants, entre guillemets, du MAC arrêtés ces dernières semaines en Algérie. 95% sont des dissidents du MAC. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient dans le MAC lorsqu'ils parlaient d'autonomie, mais qui ont quitté le MAC quand Farhat Bani a été beaucoup plus loin et passé à l'autodétermination, puis à l'indépendance. Donc c'est des gens qui ont quitté le MAC et qui étaient contre et qui sont restés. Donc tout ça, c'est une espèce de stratégie du pourrissement. C'est l'échec aussi de tout ce qu'ils ont entrepris et c'est le refus d'accepter que les Algériens vivent en liberté et dignement dans leur pays. Évidemment, ils vont ailleurs. Aujourd'hui, le titre, je l'ai fait exprès, beaucoup de gens peuvent penser que j'exagère un peu. Un boat people en gestation, vous vous rappelez les gens dans les années 70 de nos sud-est asiatiques qui venaient par bateau entier. Oui. Aujourd'hui, ce sont des familles algériennes. Ouais. Ce ne sont plus des jeunes Harraga. C'est des familles avec femmes, enfants. D'ailleurs, nous allons d'abord écouter les réactions des députés algériens, censés défendre le peuple, et parler un peu de ce régime qui s'occupe de tout, mais qui ne parle jamais de Harraga, sauf de les mettre en prison. Alors, en Espagne, ils ne sont pas mis en prison. Ils sont mis dans des centres de rétention, puis relâchés. Ils ont droit à la sécurité sociale, à la protection. Alors, écoutez ce que pensent nos députés et nous allons revenir au débat. الحكومة لا تتحمل مسؤولية الحرقة لأن الحكومة وفرت فرص عمل وفرص استثمار وفرص كذا التربية من الآباء هي اللي ما عطاتش. الوالد هو اللي يحرض ابنه ولا بنته باش تحرق. هذا اسمح لي لازم في الحقيقة حتى القانون يكون بالمرس. المجتمع وكذلك الأولياء يتحملوا مسؤولية كبيرة على أولادهم بيتركوهم يعني يروحوا يحرقوا وراء البحار يعني واش راح يلقاو اللي وراء البحار ما يلقاو والو يلقاو يعني غير الشوماج يعني مسؤولية نتاع الأولياء مسؤولية نتاع حتى يعني المجتمع كاين ربما بعض يعني المجموعات التي تشجع هذه الحرقة اللي في الأخير تكون يعني مأساة. أوروبا ماهيش جنة. الجزائر هي جنة وضحوا عليها آبائنا المجاهدين والشهداء رحمهم
Yahya, c'est un hirakiste. Lui, c'est un hirakiste, et puis les députés, là, enfin les députés, on voit la qualité. Il est parti avec sa famille, il est arrivé à bon port. Il est arrivé à bon port. Ouais. Donc, mais je vais donner la parole à notre. Non, juste un mot sur ces députés. On voit la qualité des députés de la dernière élection. C'est des gens qui ont été élus avec 10 voix, 15 voix, 20 voix. C'est-à-dire que dans un État normal, ils ne seraient même pas, enfin, on ne va pas dire des gros mots, mais ils le mériteraient. Écoute, si Jamaldine, c'est vraiment un drame. Un bot people en gestation, je pense, ça l'est déjà, au vu des chiffres que tout à l'heure, c'est Chaban passé. Il disait qu'on est déjà à 10 400 jusqu'au 14 septembre, du 1er janvier, 10 400. Intercepté. Oui, intercepté. Vous avez dit que certainement le quadruple sans passer entre les mailles du filet. Donc, si on imagine qu'il y a 50 000, les bot people, c'était dans cet ordre-là, hein, donc proportionnellement. Donc c'est un véritable drame national. Les responsabilités, bien entendu, elles sont partagées. Moi, je ne suis pas ici pour dire que c'est l'État, bien que l'État, il n'a rien fait. C'est-à-dire qu'il est... Partagé entre qui? C'est-à-dire partagé entre la personne qui elle-même s'aventure dans la harga. Je n'ai pas changé de position. Hein. Oui, je n'ai pas changé de position. Ça fait 35 ans que je suis en France. Je connais l'immigration depuis que j'ai ouvert les yeux. Je suis né avec, c'est-à-dire que dans ma famille, l'entourage, mon village en Kabylie, etc., on connaît ça des centaines et des centaines. Les familles proches connaissent ça. Mais s'aventurer sur une embarcation avec sa famille et des enfants de cet âge-là qu'on voit, pour moi, je ne partagerai jamais. C'est le désespoir. Il n'y a pas de désespoir. Je ne pense pas, je ne partage pas. Quel que soit le désespoir, il y a toujours espoir quand on a les pieds sur la terre ferme que de s'aventurer sur une embarcation et prendre 50-50. Je ne pense pas. J'arrive pas. Je dis la vérité. J'exprime le fond de ma pensée et autant je peux développer une empathie pour comprendre la situation. Il n'y a pas plus persécuté que Ali Belhadj en Algérie. Il n'a jamais pensé à partir. Qu'on me dise au nom du Hirak, un hirakiste est parti parce qu'il est persécuté ou parce qu'il est poursuivi, etc. Tout ça, je ne partage pas. Je suis désolé. Mais pendant le Hirak, oui, voilà. Il n'y avait plus de Harga. Je pense que c'est l'espoir et le désespoir. Je pense que c'est un angle, un angle d'approche, c'est un angle c'est-à-dire d'attaque qui est révélateur, que les gens, quand ils ont espoir, ils adhèrent à cet espoir-là, ils adhèrent à cet élan d'espoir. Et quand l'espoir s'estompe, s'arrête, s'obscurcit en quelque sorte l'horizon, ils ont recours à l'harga. Mais j'arrive toujours pas à comprendre, si Jamaldine, que je m'aventure moi, seul, un jeune... Il paye 70 millions. Le prix de la harga, aujourd'hui, est de 70 millions de centimes. Et ce sont généralement des gens pauvres. Alors, ce sont les familles qui cotisent. Pas seulement. Pour dire que ce n'est pas seulement un coup de tête. Hein, non, pas seulement les pauvres. On va en venir à la composante, donc, justement. Si je comprends bien, juste une question, si je comprends bien, donc des gens autour d'une personne, de sa famille, cotisent pour lui, pour l'envoyer comme ça en mer. Lorsqu'il s'agit d'un garçon désargenté. Il n'y a pas que les gens désargentés. C'est-à-dire mais la majorité font cotiser la famille pour pouvoir... c'est dire le désespoir. Alors, on va voir quelques images et on revient. Alors, mais à côté du désespoir, il y a quelque chose, Sinordine, c'est l'espoir d'une vie meilleure. Absolument. Et vous allez regarder ces photos d'un jeune Harrag qui était... regardez. Parti Harraga en Europe, un joueur algérien s'engage avec un club en France. Alors, il était un ancien joueur de l'ISM Al-Harrach. Et alors, il a été recruté par un club de la Régionale 1 en France. Comment ne pas
Comment ne pas risquer? Non, il y a aussi ça, c'est Jamaldine. Je pense que aussi, c'est quand je disais pas responsabilité partagée, elle est partagée dans ce sens aussi. Il y a 22 qui sont morts ces 2 derniers jours. Il y a l'embarcation des 14, il y a une autre embarcation de 8. Il faut le dire. De 8. Faut que nous dont le un disions. enfant de 4 ans. Dont un enfant de 4 ans. 22 vies qui sont parties comme cela. Ça, c'est, comment dirais-je, hier j'étais à Barbès. J'étais pour acheter le journal La Presse algérienne. Donc je les vois tout le long depuis Barbès-Rochechouart jusqu'à Château-Rouge. Je les vois sur le côté Malboro, alors accent algérois. Peut-être il y a un qui a réussi à côté de milliers qui ne réussissent pas. Mais qui se feraient tuer plutôt que d'accepter d'être rapatriés. Malheureusement. Nous allons parler. Lies. Moi, j'ai une autre lecture. Personne n'explique pourquoi ces jeunes partent, en fait. Certains députés, ce député, ils les accusent de croire à l'Occident paradisiaque. Et au fait, très simple. On peut survivre dans un pays pauvre. Absolument. On est d'accord. Absolument. Mais très difficile de vivre dans un pays où les perspectives et la visibilité est absente. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, au fait, le mal-être, le chômage, la crise économique, aucune perspective. Je dirais même le rêve... L'oppression. Et l'oppression. Le rêve n'existe plus en Algérie. C'est-à-dire, ils préfèrent vivre, prendre des embarcations de fortune que de rester en Algérie. On voit des familles tout entières qui quittent l'Algérie. Au fait, ils ne sont pas attirés par un pays. Le problème, il est beaucoup plus complexe que cela. Au fait, ils ne veulent pas accepter, ils refusent ils accepteront une réalité qui leur échappe, peu importe la destination, quitte à recommencer la broderie de zéro. Pourquoi rester dans un pays où les perspectives sont absentes? Il n'y a rien. Il y a un chômage de masse, il y a un chômage de masse, il y a un chômage galopant, la misère sociale, l'oppression, elle est où la vie? L'absence de la vie élémentaire, elle n'existe plus en Algérie. Préférez partir en Europe, chez le Kofar, comme on dit, c'est ça? Non, mais je sais, c'est juste une petite entre parenthèses, c'est pas beau. C'est là où il fait bon vivre, là où il y a de la sécurité sociale, là où ils sont pris en charge. En Algérie, ils ne sont pas pris en charge. En Algérie, un diplômé... C'est pas ça, c'est plus que ça. Oui, mais... C'est plus que ça parce qu'il y a des familles que je connais personnellement, architectes, médecins, bien sûr, ça, c'est la et donc qui n'ont pas de problème de prise en charge et qui cherchent à ce que leurs enfants quittent. Il y a une famille, leur gamin vient d'avoir le bac, le père et la mère n'ont qu'une idée, qu'ils s'en aillent. Donc j'espère qu'ils ne vont pas arriver à lui payer la harga, ils cherchent des visas, mais il faut qu'ils s'en aillent. Donc ce n'est pas un problème social. Ils ont les moyens de prendre en charge leur enfant. Ils ne voient pas d'avenir, parce qu'ils ne voient pas d'avenir pour leur enfant. Quand vous avez un enfant, vous lui souhaitez le meilleur. Ils n'ont pas envie de le retrouver dans 3 ans en prison parce qu'il a écrit un post sur Facebook. Et puis ils ne voient pas ça. Ils essayent de l'éduquer dans la dignité. Ils apprennent à leur enfant à réfléchir, à avoir l'esprit critique. C'est interdit. Vous ne pouvez pas envisager l'avenir pour vos enfants quand vous êtes un tant soit peu digne en Algérie aujourd'hui. C'est pire qu'avant Bouteflika, c'est-à-dire la répression aujourd'hui, elle est pire que pendant la période Bouteflika. Il n'y a pas eu 200 prisonniers, Bouteflika n'a pas mis 200 prisonniers d'opinion en prison, il pouvait se le permettre, il était à l'aise. Bon, il a quand même tué 128 au printemps en Kabylie, au printemps noir. Mais après, il n'y avait pas cette pression. Les militants avec qui on est en contact vivent sous la menace permanente. C'est-à-dire chaque jour, ils pensent que le lendemain, on va les jeter, ils vont se faire arrêter et se faire jeter en prison. Quand vous avez 2 ou 3 enfants, à un moment, vous n'avez pas envie. Il y en a qui me disent, je préfère leur parler par WhatsApp de l'Espagne et qui viennent me voir au parloir, parce qu'ils y ont déjà été en prison. Ils n'ont pas envie d'y retourner. Et donc il y a une espèce de terreur. Et puis il y a les militants politiques. On a vu Boumala qui est en prison. Il y a d'autres militants politiques. Ils ne dorment pas la nuit, parce qu'ils ont peur d'aller en prison le lendemain. Ils ont instauré la terreur. Et quand vous êtes père de famille,
Vous n'avez pas envie que vos enfants vivent sous ce régime-là. Oui, mais pour moi, le harraga, en fait, quelqu'un qui quitte parce qu'il n'a plus de perspective, parce qu'il n'y a plus de raison de vivre dans ce pays qui nous... C'est pas seulement social. Oui, tout à fait, social. Peut-être, là, vous parlez de la composante, il y a des médecins, il y a des ingénieurs qui quittent, c'est parce qu'ils se voient plus... Il n'y a plus de perspective en Algérie, malgré son statut de médecin, d'ingénieur, mais il ne fait plus bon vivre dans ce pays où l'oppression, il n'y a pas de vie. L'oppression, il n'y a pas de liberté fondamentale, on ne peut pas faire ce qu'on veut, ils sont surveillés. Absence de vie. Quand il y a absence de vie, eh ben, on quitte prendre le large et voir ailleurs, tout simplement. J'ai une question. Ah, oui. Avec cette absence quasi totale de visa maintenant, ils ne donnent plus de visa. Et malgré ça, ils reçoivent des milliers d'Algériens sur les côtes européennes, notamment en Espagne et en France. Et si demain, cette crise économique qui va débouler, elle va multiplier, décupler cet appel d'air, j'allais dire, et ce tsunami migratoire qui s'annonce déjà, les Occidentaux, ils ne voient pas que soutenir un tel régime qui est en train de pousser les Algériens à partir de chez eux, ils ne voient pas que c'est suicidaire, y compris pour eux, et qu'ils vont être la destination d'un tsunami migratoire. Si, ils le savent, mais pour eux, donc il reste que soutenir un pouvoir comme le pouvoir algérien, ça reste pour eux, il y a moins de risques qu'un pouvoir, je dirais, démocratique où toutes les règles du jeu, toutes les bases des relations vont être revues de fond en comble. Ils ont besoin que nous restions comme ça ? Un fief de mafieux. Écoute, ça ne les a jamais dérangés. Ça ne les a jamais dérangés, ni ici, ni ailleurs. Hein. Je vais donner juste deux exemples. Vous savez qu'en Tunisie, la phase où le pic migratoire a atteint son apogée, c'était quand? C'était juste après la chute de Ben Ali. Oui. C'était juste le lendemain, moi j'étais ici, je connais nombre de Tunisiens autour de moi, il y avait une vague de Tunisiens qui est arrivée en France. Absolument. Parce que les frontières n'étaient plus gardées et voilà. ils pouvaient et l'État policier n'existait plus. Voilà. Et il faudrait faire aussi une distinction. Là, on est en train de, je dirais, d'agréger plusieurs facteurs politiques, économiques et sociaux. Je dirais même, on peut dire sociologiques et autres, quels sont les types de familles, de quelle catégorie, etc. Mais je pense aussi qu'il y a un élément. Moi, je connais ce sujet-là très bien parce que j'étais pendant 3 ans porte-parole, un des porte-parole des migrants syriens. J'étais même avec le DAL, le droit au logement. On a négocié avec les préfets, les sous-préfets dans un département ici pour les reloger, pour leur régler leurs problèmes. J'ai rempli combien de dossiers pour l'OFPRA, etc. Je connais bien le sujet. Mais je n'arrive pas, je comprends pour les Syriens qui ont subi ce qu'ils avaient subi pour qu'ils les ont poussés à migrer par millions. Là, c'est quand même, par contre, c'est une autre échelle. Là, c'est plusieurs millions. D'accord. Mais encore une fois, les Algériens, je dirais, j'arrive pas. Je vous assure que j'ai pas la possibilité, je n'arrive pas. Celui qui peut me convaincre qu'il y a vraiment des conditions impérieuses qui les poussent à prendre le risque sur ces embarcations-là, mais qui sont dangereuses, qui sont meurtrières, et par centaines, c'est pas par 5, 10, dizaines, j'arrive pas à comprendre. Alors, un dernier tour de micro sur pourquoi ce régime ne fait rien contre la Harga. Rien, absolument rien, alors qu'il a tant fait contre le Hirak. Absolument. En fait, le 27 juin 2020, là, un journal espagnol qui s'appelle La Verdad de Murcia, il a mentionné l'arrivée de 450 Harraga en 24 heures. Oui, là, ça a fait tollé. 450 Harraga, quasiment. Est-ce qu'on peut se permettre de dire c'est un débarquement? C'est un débarquement
Donc ça veut dire quoi? Si c'est un débarquement, ça veut dire en amont, il y avait toute une structuration, ça veut dire il y avait une logistique de haut niveau, ça veut dire tout simplement que les gardes-côtes algériens sont complices. Absolument, ça veut dire... Sans embarcation, Absolument. ça veut dire qu'il y a une... par embarcation. Ça veut dire qu'il y a une complicité, sachant qu'Oran, il y a un port naval, Oran, et sachant que la sécurisation... Une base navale, pardon. Donc il y a une sécurisation des eaux territoriales. Comment ça se fait en une nuit 450 haragas sont arrivés. Ça suppose une complicité des gardes-côtes. On a demandé aux gardes-côtes de ne pas sortir ce jour-là. Ils sont payés par les passeurs. Mais on va revenir, parce qu'on ne va pas juste rester dans le pourquoi la harga. La solution, elle est dans ce qu'a évoqué l'invité. Pendant le Hirak, il n'y a pas eu de haraga. Donc, la solution, c'est le Hirak. Le Hirak doit sauver ce pays. C'est l'espoir. C'est l'espoir. D'où, et là, je peux rejoindre Nourdin, même si je comprends les raisons. Plutôt que d'aller dans la Harga, rejoignez le Hirak, parce que c'est ça qui va sauver le pays. Alors, nous allons passer à d'autres points. Je vous demanderai d'être assez dynamique, parce qu'il y a plusieurs points. J'aimerais qu'on vous pourrez les traiter tous. Alors, d'abord, le procès de Rderi, général Rderi, qui est resté combien de temps? 27 mois? 27 mois de détention provisoire. Provisoire. Et donc, vient de passer, tout le monde s'attendait à ce qu'il sorte. Moi-même, j'étais absolument certain qu'ils allaient le relâcher. Et là, il vient d'être condamné à 4 ans de prison pour atteinte au moral des troupes et une autre affaire conjointe. Bon, mais l'essentiel. Comment vous expliquez ça? Un militaire qui a passé toute sa vie dans la troupe, il a gravité tous les échelons jusqu'au grade de général, et qui était candidat à la présidentielle. Oui, on va y arriver. C'est-à-dire que, par rapport au chef d'inculpation, atteinte au moral des troupes. Comment on ose penser que quelqu'un comme Ali Rderi, qui a passé toute sa vie à l'armée, fasse quelque chose ou écrive quelque chose contre le moral ou dise de l'armée. quelque chose pour porter atteinte au moral des gens avec lesquels il a évolué toute sa vie. C'est faux, c'est fallacieux, c'est totalement incroyable. C'est d'une absurdité. Incroyable, mais voilà, incroyable. C'est les règlements de compte entre clans du régime. Rderi était général-major, toute sa vie il l'a passé dans l'armée. Donc il connaît le système de l'intérieur, il a gravité entre les clans ou a appartenu à un clan. Et puis quand il y a la guerre des clans, ils se font la guerre, il s'est retrouvé en prison. Mais à l'époque c'était Gaïd Salah qui l'a mis. Gaïd Salah n'est plus, comment expliquez-vous cette hargne, cet acharnement? Oui, mais Gaïd Salah n'est plus, ça ne veut pas dire que le clan d'en face a remporté la bataille. Il y a toujours une guerre des clans, ils continuent à se mettre en prison les uns les autres. Chaque semaine ou chaque quinzaine, un général qui rentre et un autre qui sort. Les colonels, c'est par dizaines. Les mises à la retraite, c'est par centaines. Voilà, et donc c'est la guerre des clans, elle continue. Tant qu'on n'aura pas une démocratie où tout ça se règle dans un parlement ou par des élections, ben ça se règle avec je te mets en prison et tu me mets en prison. Il y a 30 généraux aujourd'hui qui sont les hommes forts, qui étaient en prison il y a 1 an et qui ont mis en prison ceux qui étaient les hommes forts il y a 1 an. Donc je crois qu'il n'y a aucun pays où il y a autant de généraux-majors et de colonels en prison pour des raisons politiques. Et ceux qui les ont mis en prison y étaient il y a 1 an. Donc voilà. Après le pauvre Rderi, il paye tout ça. Il n'y a pas que lui. Hein, il y a d'autres qui sont en prison. Je dirais qu'il est victime d'un règlement de compte. C'est un général, c'est un docteur, je pense, en sciences politiques. C'est un docteur en sciences politiques. Il a évolué dans les ressources humaines, il faut le savoir. C'est plus dans les ressources humaines. C'était le patron du personnel au niveau du ministère de la Défense. Donc un peu plus... poste hautement stratégique et hautement surveillé par les services. Moi, j'ai jamais étroite collaboration. Bien sûr. Absolument, pardon. Oui. Donc jamais compris. Apparemment, c'était le Gaïd Salah qui l'a mis en prison, atteinte aux troupes de l'armée. Après, est-ce qu'il était soutenu? Il disait que c'était il était soutenu par le clan Tawfiq. Maintenant, c'est vrai, la question elle est très pertinente de Jamel Din. Comment ça se fait que Gaïd Salah n'est plus là? Comment ça se fait que ce général, au fait, il subit l'injustice? C'est pourquoi il n'est pas, au fait... il subit la guerre des clans. Voilà, on ne peut pas exclure qu'il soit relâché dans quelques semaines et que ça lui donnera une aura
parce qu'ils sont en train de préparer l'après quand même. Donc on ne peut pas exclure, tant que c'est les tchèques-tchoukas entre eux, on ne peut pas l'exclure. Sur le plan strictement personnel, il n'a rien fait, il paraît que c'est quelqu'un d'assez propre, qui n'a pas versé dans la corruption. Absolument. Mais encore une fois, dans la guerre des clans, la règle c'est la guerre des clans. C'est pas la loi, c'est pas le droit, c'est pas les droits des citoyens. C'est la guerre des clans et chez nous, vous avez vu, il y a aucune... Est-ce qu'on ne le prépare pas sur le long terme pour le sortir, pour lui donner une aura beaucoup plus importante, on va pas pour faire les élections les voyants. Vous pensez que ce régime serait assez stupide pour mettre un général à la présidence de la République? Il n'a pas besoin, puisque les présidents, c'est lui qui les désigne, c'est une façade civile. Pourquoi irait-il mettre un ex-général comme façade? Ce serait trop cousu de fil blanc, à mon avis. Il se présente en tant que civil. À mon avis, c'est-à-dire au moment où il s'est présenté aux élections, c'est-à-dire il y a plusieurs, je dirais, volets quand on parle de Ali Rdiri. C'est comme ça, c'est Ali, hein. Voilà, Ali Rdiri. Donc première des choses, je compatis personnellement, je suis solidaire, je partage sa peine et des siens, de sa famille, de ses proches, de passer 27 mois en prison pour rien. Et plus les 4 années qui lui ont été infligées hier au procès pour rien aussi. Ça, je partage totalement. Mais sur le plan politique, je dirais sur le plan politique, moi, je n'ai jamais été d'accord ni en 2018, fin 2018 quand il s'est présenté, ni aujourd'hui, ni demain. Si quelqu'un qui aime la démocratie pour l'Algérie, qui aime l'Algérie, qui veut que l'Algérie sorte de ce marasme et de ce bourbier dans lequel elle patauge depuis 60 ans, c'est lui qui l'aime vraiment, et s'il est militaire, il ne va pas se présenter. Il voudrait pousser pour qu'on passe à un état civil. Madaniya, machi askaria. On en a marre des askar, même s'il est intelligent, même s'il est brillant, même s'il est à la retraite et tout. Il y en a eu des brillants et des intelligents, mais le résultat, après 60 ans, zéro. Mais je rejoins Nordin, au fait. Là, le slogan, là, c'est rare où je l'utilise à bon escient. C'est vrai, c'est fini, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de cette pensée. Tu dis que c'est rare? Non, je veux dire, il faut sortir. Moi, je dirais que c'est l'alpha et l'oméga aujourd'hui. Oui, mais c'est l'alpha et l'oméga, c'est pas rare. C'est-à-dire, rares les occasions où on peut le placer à bon escient. Il faut le placer non. à tout instant et en toute occasion. Ce que je veux dire, c'est de dire, quand on dit Daoula Medina Mecha Askaria, il faut que les militaires rejoignent leur caserne. Un militaire, même il quitte... Même à la retraite. Absolument, même qu'il quitte sa fonction, ne se représente pas pour... voilà. Et nous allons passer au dernier point. Alors, mais il y a deux volets dans ce point. J'aimerais que vous soyez assez dynamique parce que le Haut Conseil de sécurité qui décide de fermer le ciel, l'espace aérien aux aéronefs marocains, que ce soit civils, militaires, privés, immatriculés Maroc, qui ne passent pas. Et pour aller du Maroc en Égypte, il doit contourner toute la Méditerranée ou passer par le sud africain. Mais il y a deux aspects. Le premier aspect, allez-y. Le premier aspect, c'est le Haut Conseil de sécurité, qui est un organe consultatif et qui se met à décider. Ce n'est pas la première fois. Ouais. Ils l'ont déjà fait, donc en violation flagrante, totale. Alors je vais vous lire le communiqué de la présidence. Le Haut Conseil de sécurité a décidé la fermeture immédiate de l'espace, etc. Oui, c'est fait exprès. Alors que la Constitution dispose clairement que le Haut Conseil de sécurité est un organe consultatif. Oui. Il ne peut pas prendre de décision. C'est fait exprès. Donc, comme le MAC et Rachad, classé organisation terroriste, comme la fermeture, ce sont des décisions illégales, anticonstitutionnelles. Et bien entendu, c'est fait exprès. Le message subliminal, c'est que ce n'est pas le guignol qu'on a mis comme président qui décide, c'est le Conseil de sécurité, où on retrouve tous les généraux, les chefs des différents services de sécurité, intérieur, extérieur. Ils ont fait exprès de dire décide. Mais bien sûr. Pourquoi ils n'ont pas changé la Constitution? Ils disent c'est le Conseil qui décide. Oui, parce que la Constitution, elle a été faite, et puis c'est pour l'opinion internationale. Voilà, on a une Constitution au standard, comme vous tous, mais derrière, ils ne peuvent pas s'empêcher, et donc ce sont eux qui décident. Et la stratégie derrière,
c'est la stratégie de la tension permanente. Absolument. Maintenir la société, maintenir le peuple algérien sous pression et sous tension de manière à ce qu'ils ne réfléchissent pas. Vous avez des ennemis à l'intérieur, on vous les a donnés, on les a inventés, même s'ils n'existent pas sur le terrain. Vous avez un ennemi à l'extérieur, vous n'avez pas à manger, il manque de l'eau, il manque de l'argent. La tension permanente pour que les gens se posent et réfléchissent et regardent ce qui se passe. Non, il ne faut pas regarder ce qui se passe, il ne faut pas protester, il ne faut pas, et on maintient la tension. Ils ont ces éléments à l'intérieur et à l'extérieur. Et ils pourraient aller jusqu'à vers une guerre? Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ils ont besoin de... C'est connu en politique depuis que la politique existe. On règle un problème intérieur avec une crise extérieure. Voilà, ils ont un problème à l'intérieur qui s'appelle le hirak, qui s'appelle le besoin de changement démocratique, et puis on met la population sous tension. C'est aussi le prétexte pour accuser quiconque bouge à l'avenir de traître, de mercenaire. D'être avec le Marzen, voilà, etc. Quant à la décision elle-même de fermer l'espace aérien, vous savez, en marocain, c'est-à-dire le Tunisair, il passe. Oui. Il fait Tunis-Casablanca, il passe au milieu. Celui de la Royal Air Maroc, il va sortir un petit peu en mer et il va revenir. Il n'y aura même pas de kérosène, puisqu'à 10 000 mètres, consommation... Voilà, à 10 000 mètres d'altitude, il n'y a pas de... C'est qu'il y a, et après je ferai le tour du miroir, il y a des dizaines de milliers de ressortissants dans un côté de l'autre. Voilà. Il y a des centaines de millions, voire des millions d'Algériens et de Marocains qui sont alliés par mariage, par alliance. Ceux-là, ils vont perdre de l'argent. Qui sont d'origine de l'autre pays et qui vont se retrouver coupés de l'autre côté. Pour aller d'Alger à Casa, il prendra un avion sur Tunis et puis avec Tunisair, il peut traverser l'Algérie. Voilà. Ou avec la Royal Air Maroc, qui fait un petit détour au-dessus des eaux internationales, ça fait 20 minutes de plus. C'est ce que disent les Marocains. Ils disent rien. Bien sûr, parce que c'est juste un petit 20 minutes maximum et zéro kérosène, puisque à 10 000 mètres, on ne consomme pas de kérosène. Moi, j'ai toujours dit que la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc est une contre-révolution, parce que déjà, c'est une contre-révolution juste pour la consommation intérieure. Maintenant, on voit très bien si le HCS, ils écrivent à HCS, le Haut Conseil de sécurité décide, ça veut dire on sait très bien que Tebboune, il est hors jeu quasiment, c'est pas lui qui décide. Et il le respecte même pas. Absolument, c'est même pas respect. Donc, il faut savoir que Chengrah, il a rassemblé tous les services de sécurité, hein, c'est fini, hein, quasiment. Donc, c'est lui le patron. Tebboune, il est là sans être là. Donc, sa position, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Maintenant, il est là, il est là, tout à fait. Maintenant, il faut passer à autre chose. Dans les constats, il faut les laisser de côté. Maintenant, il faut trouver des solutions. Il faut que le hirak reprenne. Hein. Il faut un congrès des hirakistes. Il faut trouver le consensus. Il faut se mettre à table. Il faut trouver les fondamentaux sur lesquels on va travailler. Il faut mobiliser au maximum. C'est l'occasion ou jamais. C'est une occasion qui nous est offerte. Il faut aller au bout maintenant. Le constat, c'est bon. Maintenant, c'est les solutions. La solution, il n'y a pas d'autre alternative au hirak. On est d'accord, Nordin. Donc, il n'y a que le hirak béni. C'est notre hirak, c'est le hirak du peuple, émanant du peuple. Que cette action soit spontanée ou pas, cette action appartient au peuple algérien. C'est la seule action libératrice pour changer la donne. Je dois dire, parce que j'ai oublié, c'est important. Oui. C'est que ce qui se passe ne doit pas nous faire oublier que le Maroc, le Marzen, a quand même dépassé un petit peu les limites. En s'ingérant diplomate qui a parlé en s'ingérant dans les affaires intérieures de l'Algérie et en parlant de la Kabylie. 2, en ramenant le ministre des Affaires étrangères sioniste au Maroc et qu'il évoque l'Algérie dans une conférence conjointe avec le ministre des Affaires étrangères marocain. Ces 2 actes sont inacceptables. Je pense que la rupture des relations diplomatiques suffisait, voire même que c'était un peu trop, c'était pas la peine d'en rajouter. D'où, c'est pour créer la tension. Et justement, Nordin Aoussat, j'ai une question précise pour vous. En tant qu'imam, en tant que ce Nordin Aoussat très sage que nous connaissons, qui est porteur des vraies valeurs musulmanes. Mais il peut être sage sans être imam. Il peut être sage sans être imam. Oui, mais il cumule toutes ces belles qualités. Nordin Aoussat que nous connaissons très bien, que tout le monde connaît. Moi, ce que je voudrais vous poser comme question, je vais essayer de ne pas être long comme à mon habitude. Aujourd'hui, alhamdoulilah, fil Jazaïr, la
plupart des intellectuels algériens et même la société algérienne dans son ensemble, elle est vigilante, elle est lucide sur cette désignation de l'ennemi extérieur. Ils sont tous en train de dire Mgharba Khaoutna, Mgharba Ahbabna, on ne laissera personne nous dresser contre eux, etc. Malheureusement, je dois le dire, au Maroc, il y a certaines élites, certaines catégories de la population marocaine qui sont tombées dans le piège et qui sont en train de lancer des... C'est plus que des accusations, qui sont en train de s'en prendre à l'Algérie, à son histoire, à ses frontières, à ses frontières héritées du colonialisme, d'une façon qui ne peut pas être considérée comme autre chose que de jeter de l'huile sur le feu. J'aimerais que vous nous disiez votre position, votre avis sur cette question. Écoutez, c'est Jamaldine, moi déjà, il y a à peu près 3 ou 4 mois, il y a un imam très connu au Maroc, il s'appelle Fzazi. Quand il avait fait sur sa page Facebook, il avait appelé le roi à prendre, je dirais, une décision ferme, même il le poussait à la guerre, carrément. Le soir même où j'ai pris connaissance de ça, j'ai fait une vidéo où je répondais à cet imam, qui a bien tourné puisqu'elle a été beaucoup partagé. Donc je pense que depuis toujours, et il est très difficile de parler de ce sujet parce qu'en même temps, nous avons la loyauté envers notre pays qui est un devoir, mais la loyauté aux valeurs qui fondent notre pays et les valeurs ancestrales, historiques que nous partageons avec nos voisins et nos frères marocains auxquels nous devons être fidèles. Et je dirais qu'en l'occurrence, être loyal à l'Algérie, à l'État-nation, c'est de démentir, c'est de fustiger cette politique suivie par le pouvoir algérien actuellement. Ces voix-là, il y en a, je les ai écoutées aussi. Il y en a des deux côtés. Des deux côtés. Il y en a des deux côtés. Mais je pense que le fond, moi je connais le Maroc pour avoir passé en 91 un stage au sein du siège central de la Wafa Bank. J'ai passé 3 mois. J'étais en relation avec le directeur central. On m'a donné les dossiers très... je dirais, stratégique, les chiffres des domaines royaux, de l'agriculture. J'ai fait un mémoire de 140 pages je connais bien, je les ai côtoyés pendant 3 mois, nuit et jour, etc. Je les connais de près, j'ai été dans les familles de mes amis, etc. Donc je connais les Marocains. À Aix-en-Provence, où j'étais étudiant depuis 87, mes proches amis avec lesquels j'ai partagé ma chambre à la cité universitaire, celui qui le premier m'a donné sa chambre, m'a sous-loué, c'est un Marocain, donc on connaît très bien. Je pense qu'il faudra passer par-dessus cela, très, je dirais prosaïquement. Comment il s'appelle? Nourdine Boukrouh. Nourdine Boukrouh, on peut être d'accord avec lui pour certaines de ses visions ou pas d'accord, mais il arrive parfois de voir des choses et de les décrire d'une façon. Dernièrement, justement, il a parlé de ces relations entre l'Algérie et le Maroc, de ces relations qui ont été coupées. Il a très bien présenté les choses, que c'était une peau de banane, que c'était une piège, que la diplomatie marocaine a tendu à notre diplomatie, et malheureusement, ils sont tombés dedans, parce mais que ça les intéresse, comme des bleus. Ça les intéresse comme aussi. des bleus. Mais attention, un point. Oui, allez-y. Il y a un point quand même important à dire. Notre armée, l'idéologie de l'armée algérienne depuis 1962, elle est fondée sur la relation avec le Maroc. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on en a discuté il y a 2 mois sur la revue Le Djeish du mois de juillet. Quand la revue de Le Djeish du mois de juillet consacre 3 pages, et elle remonte, c'est-à-dire l'inimitié, c'est-à-dire l'hostilité avec le Maroc, elle remonte jusqu'à Massinissa. Jusqu'à l'émir Abdelkader, et on oublie... Oui, mais de l'autre côté aussi, et Dieu sait, et mes amis marocains savent combien j'aime ce pays et ce peuple frère, que de l'autre côté aussi, il y a ce genre de discours, des adeptes, comme on les appelle, de Lugan. Vous connaissez Lugan ? Lugan, le pseudo-historien qui tire à boulet rouge contre... Il considère que l'Algérie, c'est une création de la France, que normalement, les frontières héritées du colonialisme devraient être revues totalement tout le long du tracé. Et il a des adeptes qui le publient, qui l'applaudissent au Maroc. Est-ce que c'est le ministère des Affaires de la Défense marocaine qui développe cette thèse? Est-ce que c'est... Nous, c'est le ministère de la Défense nationale, c'est Jamaldine. Il ne faut pas oublier, c'est la revue Le Djeish
riche. Vous vous souvenez? C'est vrai. Au mois de juillet, on en a discuté ici. Parce que nous, le chef absolu, le monarque, c'est le général. C'est la junte. Oui. Bah, tout est là. Au Maroc, ce n'est pas la junte, c'est le roi du Maroc. Ici, en Algérie, enfin ici. Au Maroc, c'est le royaume, et chez nous, c'est les militaires. C'est les militaires, c'est la junte, c'est l'oligarchie les militaire. Marocains, Il n'y a pas de pendant la guerre démocratie. libération, Oui. Le soutien qu'on avait du Maroc. Absolument. Le soutien qu'on avait du Maroc à Oujda, Meknès, Marrakech. De la et Libye, partout. de la Tunisie. Oui, c'est-à-dire, je parle du Maroc, mais quand même, c'est important. Bien C'est-à-dire, sûr. quand il y a eu le détournement de l'avion qui portait les historiques. historiques. Vous savez ce qui s'est passé à Marrakech et ce qui s'est passé à Meknès? Oui, des manifestations, des émeutes pendant des jours et des nuits de colère de la population. Et jusqu'à aujourd'hui, Nordin Aoussat, le peuple marocain aime beaucoup le peuple algérien. Je le sais. Moi, je le sais très très bien. J'ai beaucoup bien. d'amis là-bas. Mais le problème est qu'il y a ces allumeurs du bûcher, ces allumeurs de haine, ces attiseurs. Vous parlez de Lugan, c'est un complotiste d'extrême droite. C'est un Et complotiste pro-colonisation. d'extrême droite, Il et aimerait coloniser. qui est porté comme un étendard par certains courants extrémistes aussi au Maroc. C'est un colonialiste d'extrême droite. Bon, il ne faut pas faire Un attention. colonialiste, absolument. Il a toujours, La vérité historique, géologique, historique, culturelle, elle les combat, ces gens-là. Et même la géologie, même la morphologie de nos sols, Algérie, Tunisie, Maroc, ils démontent toutes ces politiques et velléités qui veulent diviser ces trois pays. Mais c'est vrai, le Maroc est un pays millénaire, hein, mais l'Algérie aussi, c'est un pays pour moi millénaire aussi. Hein, oui, parce que oui, c'est un pays millénaire. Ces courants-là, excusez-moi de vous interrompre, ils ont gommé. Oui. Ils ne parlent pas, par exemple, des Rostémides, qui a été le plus grand État du Maghreb central. Oui. Le plus grand en géographie. Ils ne parlent pas des Irides, ils ne parlent pas de toutes les dynasties qui ont eu lieu. Ils les ont gommés. Oui. Monsieur Lugan les a gommés. Ils n'existent pas. Oui. L'histoire de l'Algérie, selon lui, a commencé en 1830. Oui, donc c'est le débarquement. Alors, c'est un ignorant. Voilà, en fait, moi je fais la pétri de haine. Oui. Pétri de haine. En fait, il faut faire la différence entre le Makhzen, hein, c'est-à-dire et le peuple marocain. Comment on fait la différence entre les généraux et le peuple algérien? Mais même le Makhzen, ce n'est pas notre affaire. Oui, c'est aux Marocains d'en discuter. Oui, tout à fait. Mais nous, c'est aux Marocains frères. Absolument. Moi, je ne me mise pas dans leurs affaires. Tout à fait. Et je ne veux pas que des Marocains s'immiscent dans les affaires algériennes. Oui, mais on peut être solidaire avec les Marocains anti-Makhzen. On peut être solidaire à titre de militant, mais on ne peut pas le porter comme un combat. Si, c'est un combat pour la démocratie. J'en suis sûr, j'en suis persuadé que un combat, vous pour pouvez la démocratie. porter comme un combat individuel. Non, ou alors organisez-vous entre ceux qui pensent. Non, il n'y a pas de démocratie. Mais on ne peut pas à travers une chaîne de télé. Non, pas vous. Je parle pas de vous. Je parle de nous en tant que militants. Il n'y a pas de démocratie au Maroc, de la même manière qu'il n'y en a pas en Algérie. Il y a un royaume, il y a des généraux. Mais ces deux régimes qui refusent la liberté, la dignité à leur peuple. Voilà. Moi, donc on peut être solidaire entre nous. C'est vrai, enfin, les deux, le royaume du Maroc, c'est pas un pays démocratique. C'est une monarchie. Voilà. L'Algérie, c'est pas un pays démocratique. Est-ce que réellement le Makhzen... La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, c'est une monarchie. Constitutionnelle. Oui, constitutionnelle. Et c'est la plus vieille démocratie du monde. C'est le berceau de la démocratie, donc c'est pas pareil. Alors, est-ce que le Makhzen réellement, il veut un État démocratique en Algérie? Moi, je dis non. Aucun des deux. Il souhaite, non, du tout. Le Makhzen, au fait, de temps en temps, j'ai l'impression qu'il tend la perche à ce régime. Il lui tend la perche, pourquoi? Parce que, au fait, j'en suis sûr qu'il n'est pas pour le Hirak, le Makhzen. Il veut toujours garder un petit peu le régime des généraux, parce qu'ils savent que les forces se neutralisent et du coup, le statu quo, que d'avoir à côté du Maroc un pays démocratique, un État de droit. Parce que ça va mettre en péril la royauté, enfin le royaume du Maroc. Mais du coup, vous apportez de l'eau au moulin de ceux qui sont de l'autre côté du Maroc, dans la même démarche. Non, mais les hirakistes marocains, ils sont où? Ils sont en prison. Ils sont en prison. Comme les hirakistes algériens. Mais nous, Yahya, moi je préfère qu'en l'état actuel des choses, c'est tellement envenimé, c'est tellement explosif qu'il vaut mieux aller dans le sens qui rapproche ces deux peuples, parce que ce qu'on veut, ce que certains cercles veulent, que ce soit au Maroc ou en Algérie, comme vient de le dire Lies, veulent qu'il n'y ait pas de véritable adhésion des deux peuples entre eux.
Et en l'occurrence, il ne faut pas tomber dans le piège. Je pense il y a des gens qui... Jamal Din, Oui. est-ce que nous tous autour de cette table, on est aujourd'hui capable de faire la différence entre un jeune de 20 ans marocain ou algérien? C'est impossible. Ils écoutent la même musique, Impossible. ils supportent les mêmes équipes de foot, ils s'habillent La de même la même morphologie, manière, même morphologie, ils ont la même culture. Ouais. C'est impossible. Oui. Donc tout ça, c'est dépassé. Il reste deux problèmes qui sont les problèmes, un problème de régime et un problème de démocratie. Et ça, on va y Et arriver. là, chaque peuple réglera son problème chez soi. Absolument, absolument. Voilà. Le respect de la Absolument. politique Moi, je ne intérieure. m'immiscerai Tout à pas fait. dans les affaires marocaines, même si cela ne m'empêche pas d'avoir de la sympathie solidaire, pour bien ceux sûr, avec les- qui luttent pour la liberté, pour la démocratie. Bien entendu, je mentirais si je dirais le contraire. Voilà. Absolument. Je dirais juste par rapport à ce que disait tout à l'heure Hien, les deux exemples qu'il a cités, la présence du ministre d'Israël Ah oui, ça, c'est et aussi inacceptable. la déclaration de l'ambassadeur auprès de l'ONU. Mais ce n'était pas à ce moment-là que les relations ont été coupées. Si, suite à ces deux provocations, les relations avaient... Mais c'est le prétexte majeur qui a été évoqué, c'était les incendies de Kabylie. Oui. Et Oui, que oui, oui, le oui. Maroc était derrière et qu'ils ont des preuves factuelles, que c'était prémédité. On les et que attend c'était- toujours, les preuves, hein. et que c'était prémédité et c'était programmé. Attention, la déclaration de l'ambassadeur à l'ONU, Omar Hillel, en fait, il a Il a distribué soumis un document. un document aux leaders des mouvements non alignés. C'est-à-dire, quand il est passé 3/4 d'heure après à Breaking News, CNN, il n'a pipé aucun mot sur la Kabylie. C'est très tactique. Hein. C'est vraiment, c'est juste une petite provocation. Quand il est passé CNN, il n'a pas parlé de la Kabylie. Alors, pourtant, il est resté quasiment 20 minutes. Donc, et en plus, il a distribué un petit groupe des membres des non-alignés, 5-6 personnes. Qu'importe, il fallait une réaction. Mais moi, j'ai Pour ça, l'impression, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, que c'est l'inverse, que Ramtan Lamamra qui a piégé l'ambassadeur. C'était une visioconférence et, qui était destinée à parler du Covid, de la prise en charge. Et Ramtan Lamamra qui attaque sur le Polisario, où il l'associe avec la cause palestinienne, il développe. Et l'autre réagit en disant « Ah bon, et alors vous aussi, le MAC et l'autodétermination de la Kabylie » c'est un document qui a été Non, c'est un distribué. document qui a été Hein distribué. Le Maroc a distribué un document. Après. Ah, peut-être après. Oui. Dans tous les cas, ce fait méritait une réponse. Je pense que déjà, je l'ai dit, la rupture des relations diplomatiques, elle est exagérée par rapport à ce fait, mais voilà, ça suffit. Rajouter la fermeture de l'espace aérien, là, on est dans la stratégie de la tension. Mais ceci étant dit, nous ne pouvons pas ne pas dire de façon claire que ce que dit M. Hillel est totalement intolérable. Absolument. Aucun Tout à fait. Algérien n'acceptera l'émission de quelque force qui soit, même venant de frères, dans nos affaires intérieures. Clairement. Nous sommes entre nous. Si on doit demain discuter du problème du MAC, ce sera entre Algériens. Personne n'a le droit de s'immiscer. Il n'avait pas à le faire. Et la toute dernière déclaration de Ramtan Lamamra qui dit que c'est définitif et irréversible. Oui, bon. Celui qui est présenté Qui est comme étant... définitive et irréversible concernant quoi? C'est-à-dire que la relation, la coupure, la rupture des relations, ça, c'est fini. c'est souverain, c'est irréversible Et définitif. Éternel, quoi. Éternel. Ça n'existe pas en politique, vous le savez Est-ce très bien. qu'un diplomate, comme il a dit... Un diplomate d'un tel rang. Oui, Un d'un ministre tel rang. des Affaires Enfin, étrangères. c'est eux qui le ça m'a échappé. C'est eux qui Le disent. commentaire qu'il fait là. Il dit, Je me ferai un plaisir de le lire. Il dit un Boukhara. étudiant en première année, c'est-à-dire en diplomatie, ne ferait pas cette Évidemment. gravissime Évidemment. et cette grossière erreur d'insulter l'avenir en disant que c'est irréversible et Irréversible et définitif. définitif. Et c'est une insulte aussi à la démocratie. Bien sûr. C'est une insulte à au l'intelligence. droit Bien du sûr. peuple de décider Bien sûr. de C'est pas grandes lui. questions. C'est C'est aux pas lui. représentants du Voilà. peuple de décider de ça. D'où le retour au Hirak comme la seule, je dirais, alternative, le seul, je dirais, espoir pour les Algériens. Et je reviens sur ce que disait Elias tout à l'heure. Nous, ici à Paris notamment, nous avons une grande responsabilité, notamment les différentes voix, les porte-voix, de nous rencontrer, de discuter, de s'ouvrir les uns aux autres et de rapprocher nos vues. Et même si on reste, je dirais... Nourdin, Tarq Ben Ziyad, qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Al-Bahru
Absolument. C'est-à-dire il faut prendre un choix maintenant. On reste dans le statu quo, on reste comme ça. Il va falloir qu'on discute, qu'on se mette à table et trouver le consensus minimal syndical pour avancer. Voilà, on n'a pas le choix maintenant. Maintenant, il est temps que la sagesse reprenne. Surtout nous qui sommes libres ici. Absolument. Surtout nous qui sommes libres ici. Parce qu'en Algérie, ils attendent de nous. Donc nous sommes leur miroir. Oui, mais malheureusement, c'est Jamaldine, encore une fois, quand hier sur le site ou la page Facebook de Chouf Chouf, qui quand même recèle 2 millions de personnes, qui racontent de Ben Talha que des islamistes sont arrivés, ont égorgé, etc. Mais qu'est-ce qu'ils ont chauffé, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont vu? En plus, ils s'appellent Chouf Chouf, qui n'ont rien vu. C'est dommage. C'est dommage. Chouf Chouf, c'est un bon site, mais voilà, mais on arrive à les éradicateurs sont toujours là. Oui. Ils sont plus présents que jamais. Absolument. Alors, un dernier tour de micro. Qu'est-ce qu'ils représentent réellement dans la société? Perspective, j'aimerais que vous nous perspective, on parlait, ils parlaient tous les deux de la diaspora et du rôle de la diaspora. Je pense qu'il ne faut pas enterrer l'intérieur. Et que même sous les menaces, même sous les intimidations, il faut miser sur le retour du Hirak à l'intérieur. Il y a aujourd'hui une crise économique, mais pas seulement économique, elle est sociale. Les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts, d'où le Haraga aussi. Le couffin, il faut 1 million pour remplir un couffin. Il y a des gens qui gagnent 2 millions par mois. Le cartable, pratiquement 1 million entre le cartable et les affaires. Il y a des gens qui gagnent 2 millions et qui ont 3 enfants. Enfin bref, il y a une situation qui fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, le retour du Hirak sur le terrain, dès que c'est possible, et on fait confiance aux gens de l'intérieur. Vraiment 15 secondes chacun, parce qu'on a largement dépassé. Faisons appel à l'intelligence collective. Il est temps de reprendre le Hirak. Il faut mobiliser surtout sur les réseaux sociaux, mobiliser pour que l'on revienne en force. C'est la seule alternative, c'est la seule et unique solution pour nous. Je partage totalement le respect de l'indépendance totale et la souveraineté totale des décisions qui sont prises à l'intérieur, sauf que moi, quand je pars par rapport à l'extérieur aussi. Nous avons la possibilité, la latitude et la responsabilité. Inch'Allah, l'espoir est là. Merci beaucoup à vous trois. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Désolé de ne pouvoir vous passer espoir, attitude. À demain pour le standard, Inch'Allah.